à tous, rebonjour à tous et à toutes. Nous entamons la dernière ligne droite, si on peut dire, de ces 2 journées consacrées aux assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine, que le CREPAC organise avec le soutien de ses partenaires institutionnels, la région Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME, le département de la Gironde, l'ADREAL, la DRAF et avec le parrainage de France Nature Environnement. Donc cette dernière demi-journée sera consacrée à une table ronde. La table ronde, je pense que la plus importante des 2 journées, qui concernera comment la lutte contre le gaspillage alimentaire peut permettre l'accès à tous à une alimentation saine, durable, de qualité, gustative, locale, de proximité. Voilà, donc pour ce faire, nous avons réuni un certain nombre d'acteurs représentatifs de ce domaine et je vais laisser Dorothée, directrice du CREPAC, vous les présenter. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de commencer cette table ronde, je vous propose de vous présenter successivement. Donc on va commencer avec vous, Monsieur Florian Laboulet. Donc pour les personnes qui nous auraient rejoints seulement cet après-midi, est-ce que vous pourriez vous représenter et notamment l'étude sur laquelle vous êtes un petit peu revenu ce matin, mais qui fait le lien avec la table ronde de cet après-midi? Alors, Florian Laboulet, chargé de mission au labo de l'ESS. Ah oui, pardon. Le labo de l'ESS, c'est un think tank qui vise à faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire à travers ses publications, ses événements et ses adresses aux décideurs politiques, économiques. Il travaille sur à peu près une douzaine de thématiques, dont la thématique agriculture et alimentation depuis 2017, avec plusieurs publications et dernièrement une étude qui s'appelle « Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité », sur laquelle j'ai eu la chance de travailler avec Dominique Picard et Marc Alfandéry, bénévole pour le labo de l'ESS, et qui visait à définir ce que serait une action systémique de lutte contre la précarité alimentaire avec le prisme de l'accès à l'alimentation de qualité. Donc, merci. On est tout à fait dans le sujet de la table ronde. Merci. Ensuite, donc, je donne la parole donc, à Julie Lequin. Donc, vous avez plusieurs casquettes. Je vous laisse nous les présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Julie Lequin, je suis effectivement là à 2 titres. Donc je suis tout d'abord salariée d'une TPE donc, qui s'appelle Salutaire, qui est située en Gironde à Sainte-Foy-la-Grande, donc c'est l'extrême est de la Gironde. Et là-dedans, ce que je fais, c'est que je suis responsable de recherche et développement. Et Salutaire, en fait, concrètement, on accompagne les collectivités à mettre en place des jardins partagés. C'est un peu le cœur de métier de Salutaire. Et ensuite, on développe aussi beaucoup de projets autour de l'alimentation et du paysage, comme un peu les PAT, comme les parcs publics potagers. Voilà. Et le deuxième casquette que j'ai, qui est un peu plus à la marge pour l'instant, c'est que je suis aussi bénévole au sein d'une association qui s'appelle Les Racleurs, qui est aussi située à Sainte-Foy-la-Grande et qui spécifiquement agit sur la communauté de communes qui s'appelle le Pays Foyen, puisqu'en fait, j'ai peut-être pas précisé, mais Salutaire agit, on va dire, notamment elle peut agir sur toute la France, donc on a des projets en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, et là les Racleurs agissent spécifiquement dans ce Pays Foyen, et c'est né d'une idée qu'il fallait rendre plus accessibles les cantines scolaires pour créer des ateliers cuisine. Donc en fait les Racleurs sont nés de ça, et maintenant en fait il y a beaucoup d'ateliers cuisine qui sont mis en place, mais j'aurai l'occasion d'en parler plus peut-être pendant la table ronde. Voilà. Parfait. Merci. J'ai juste oublié oui. de préciser que cette année aussi nous avions toujours notre grand témoin, Brigitte Alain, qui nous éclairera de son expertise sur ce sujet comme sur les autres, comme elle a fait les 2 jours précédents. Depuis hier. Merci. Donc ensuite, je me tourne vers ma droite. Nous accueillons 2 représentants donc, du collectif du bocage à la patate, donc Kevin Certenet et Claire Chevalier. Je vous
présenter et puis présenter votre collectif. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc Kevin Sartenay, moi je suis habitant sur le nord de Sèvres et je fais partie du collectif Bocage à la patate, donc qui on va dire qui est né lors du confinement, qui a une histoire avant, mais qui est né surtout pendant le collectif Bocage à la patate pendant le confinement. Donc c'est un regroupement d'habitants et d'habitantes en fait qui se sont regroupés pour pouvoir produire des patates, des courges et voilà, se les distribuer et autour d'une autogestion, auto-organisation de ces différents collectifs sur différentes communes et tout en essayant de réfléchir aux limites des solutions locales et donc en voulant diffuser l'idée de participer à la diffusion de l'idée de sécurité sociale de l'alimentation et de faire le lien en fait entre le côté local et macroéconomique en termes de solutions. Voilà. Merci. Moi, je suis Claire Chevalier, je fais partie du groupe, du collectif Bocage à la patate. Donc tout à l'heure, j'interviendrai pour expliquer en tous les cas l'histoire de l'avènement de ce collectif et le déroulement de l'action que nous avons menée en 2020. Merci Madame Chevalier. Et donc on va finir ce tour de table donc, avec Pierre Pouget, donc président des banques alimentaires de Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse vous présenter votre action au niveau des banques alimentaires en général et puis avec la situation particulière qui s'est passée aussi pendant le premier confinement. Donc je préside effectivement le réseau des banques alimentaires de Nouvelle-Aquitaine. Il y a à Nouvelle-Aquitaine une banque alimentaire dans chacun des 12 départements. Il y a même le luxe d'en avoir 2 dans le département du Pyrénées-Atlantique, une chez les Basques et une autre bien évidemment chez les Béarnais. Les banques alimentaires ont près de 40 ans d'histoire et d'ancienneté. Elles se sont construites autour d'abord de la lutte contre le gaspillage et avec l'utilisation de tout ce qui pouvait être sauvé du gaspillage au profit des publics démunis. On est dans une région Nouvelle-Aquitaine où on comptait avant le premier confinement environ 700 à 800 000 personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est un néo-aquitain sur 7 environ. Je pense que dans les mois prochains, on se rapprochera du million de néo-aquitains sous le seuil de pauvreté. Les banques alimentaires, on est d'une certaine manière les centrales de gros qui irriguent en termes d'aide alimentaire un réseau d'à peu près 700 interlocuteurs que sont soit des associations, soit des épiceries sociales, soit des centres communaux d'action sociale qui sont dans leur territoire mobilisés sur cette question de l'urgence alimentaire et la lutte contre le gaspillage. Tous les ans, c'est à peu près 15 000 tonnes de produits, de denrées alimentaires qui sont distribuées. C'est près de 30 millions de repas, donc c'est quelque chose qui compte en chiffres. Et notre ressource, en tout cas jusqu'au premier confinement, c'était pour l'essentiel des aides en provenance de l'Union européenne et pour une large part des dons collectés dans nos territoires auprès d'agriculteurs, auprès d'opérateurs du monde de l'agroalimentaire et auprès bien évidemment de grandes surfaces dans le cadre des dispositions législatives. On a eu dans un premier colloque du CREPAC M. Garot qui était là, le parlementaire qui travaille encore sur ces questions-là. Donc on travaille avec ce type d'approvisionnement. Le confinement est venu apporter une situation un petit peu nouvelle puisque des aides publiques ont permis de compléter et de faire face à la hauteur de la marée de la demande. À peu près, on la chiffre à notre niveau, à peu près 25% de personnes supplémentaires qui en quelques mois sont venues frapper aux portes du réseau que j'ai décrit tout à l'heure et qu'il faut donc approvisionner semaine après semaine. Avec des publics un peu particuliers auxquels on n'était pas à ce point mobilisé, en tout cas massivement. Je pense en particulier au public étudiant et plus récemment les publics jeunes qui ne sont pas forcément étudiants
mais que l'on va essayer d'accompagner avec en particulier l'aide et le concours de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà rapidement brossé ce qui peut occuper le quotidien d'un bénévole que je suis. Merci. Voilà, donc cette table ronde est un peu le prolongement des interventions de ce matin qui portaient sur l'aspect un peu conceptuel de la démocratie alimentaire et de la justice alimentaire. Et ce matin, on a conclu qu'en fait, il fallait dépasser l'aide alimentaire. Hein. Déjà, je pense que les associations de solidarité le savent elles-mêmes, qu'il faut à un moment donné peut-être dépasser l'aide d'urgence et voir comment on pourrait agir pour qu'il y ait une véritable réappropriation du système alimentaire par tous, y compris ceux qui sont exclus aujourd'hui et qui sont de plus en plus nombreux. Donc on voit bien que l'urgence, la situation d'urgence sanitaire, crée une situation d'urgence alimentaire, mais qu'il va bien falloir s'attaquer aux causes à un moment donné et ne pas poursuivre cette urgence alimentaire avec une fuite en avant, parce que plus le nombre de bénéficiaires va augmenter, plus il va falloir d'aide alimentaire, et c'est un cercle vicieux sans fin. Donc on va voir peut-être des actions concrètes sur le terrain qui permettent aux gens, aux personnes, à tout le monde, à tous, de se réapproprier ce système alimentaire, de se réapproprier l'alimentation, qui est un bien commun. C'est un bien commun. Donc Julie Lequin, par exemple, votre expérience aussi bien salutaire qu'aux gratteleurs, qui ont été, je le rappelle, destinataires du trophée des Régales de Nouvelle-Aquitaine l'année dernière, pour leur action remarquable. Donc comment vous appréhendez cette reprise en main par les citoyens de l'alimentation? Oui, alors je vais essayer d'être synthétique par rapport à ça, puisque en fait, comme je le disais, on va dire un peu de façon rapide. D'un côté, il y a plutôt salutaire qui est vraiment sur la partie plutôt production. Donc nous, on est sur de la production alimentaire citoyenne, c'est-à-dire qu'on va créer des jardins partagés. On est peu sur, à ce stade, la production agricole professionnelle. Et de l'autre côté, les racleurs vont plus agir à un niveau de la transformation et la réappropriation plutôt de comment cuisiner ces aliments. Donc il y a ces deux aspects-là. Et du coup, pour faire une première réponse un peu plus courte, ce serait de dire que je pense que justement sur la notion de réappropriation du système, c'est déjà d'envisager qu'elle peut se situer à plusieurs niveaux. Du coup, sur la réappropriation, c'est déjà donner accès à des espaces. Donc nous, par exemple, salutaire, alors c'est salutaire, nous on observe sur le terrain, mais en fait il y a des études qui montrent que déjà il y a des endroits où il y a peu d'espaces, par exemple de jardins partagés qui sont créés, et notamment peu d'espaces dans les quartiers politiques de la ville qui seraient moins ciblés, par exemple, par ce type d'aménagement. Donc déjà, c'est de favoriser l'installation de ce type d'espace. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi d'aller chercher ces gens-là qui sont plus exclus de ces espaces. Donc je pourrais peut-être qu'il y aura d'autres questions, mais effectivement, nous, on développe des outils sur comment aller chercher ces gens-là directement, notamment via du porte-à-porte, via des outils d'inclusion, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui culturellement sont éloignés des dispositifs de communication que peuvent utiliser les collectivités, comme les flyers, où il y aurait des diffusions sur un jardin partagé va être créé. Donc parce que ça peut être un éloignement socio-culturel, mais c'est aussi des gens qui ne parlent pas français, qui ne savent pas lire. Donc déjà en fait se rendre compte qu'on crée de l'exclusion sans parfois le vouloir. Donc voilà, donc nous on a tout un dispositif, une méthodologie qu'on met en place plutôt au niveau de ces questionnements sur les jardins partagés. Et peut-être pour parler plus des racleurs, il y a effectivement ce travail on voit que les gens sont éloignés aussi finalement de la question alimentaire, c'est-à-dire effectivement ils cuisinent moins leurs produits ou c'est plus éloigné d'eux. Et là encore, même s'il y a
plein de choses qui se font et en fait, peut-être c'est pas moi qui pourrais en parler le mieux sur la question de la rééducation à l'alimentation ou à cuisiner ces produits. C'est encore une fois, c'était le même constat qu'il y avait un manque d'infrastructures pour transformer les produits. Donc en fait, les racleurs, initialement, et ça a été poussé par notamment le conseil, ça a été aidé par le conseil départemental de la Gironde, qui était de se dire, on avait fait un porte-à-porte, alors moi j'étais pas là à l'époque au racleur, mais il y a eu un porte-à-porte qui a été fait sur la ville de Sainte-Foy-la-Grande. Juste pour une petite idée, la commune de Sainte-Foy-la-Grande, c'est la ville la plus pauvre de Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, on a des situations de précarité importantes. Et en fait, ce porte-à-porte avait montré que les gens, sur cette question de qu'est-ce qu'ils voudraient faire autour de l'alimentation, c'était « Ah ben nous, on aimerait avoir plus d'équipements ou d'infrastructures pour pouvoir transformer nos produits ». Or, on sait qu'il y a des équipements qui existent déjà sur le territoire, notamment les cantines scolaires, qui sont sous-utilisés. Je parle des racleurs, mais je sais qu'il y a d'autres structures qui font ça en France. Et qui était de se dire, quand ces cuisines ne sont pas utilisées, on pourrait y faire des ateliers avec les bénévoles, et notamment des gens potentiellement qui n'ont pas eux-mêmes, parce qu'ils vivent dans des logements insalubres, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir cuisiner, des familles nombreuses et en fait des cuisines pas assez grandes. Donc en fait c'était l'idée de faire ça. Du coup je pense, voilà, peut-être pas en faire trop, mais j'aurai peut-être l'occasion de redire d'autres choses, mais voilà. On repasse au bocage à la patate. On repasse la patate, si on peut dire, la patate chaude, mais qui peut être aussi très utile. Donc, expliquez-nous un peu la philosophie de votre action. Très bien, donc je vais présenter l'histoire de cette expérience. Donc, tout est parti, c'est une initiative citoyenne qui est née au début du confinement. En fait, c'est parti d'un groupe de militants du nord des Deux-Sèvres qui n'est pas resté sidéré bien longtemps par le confinement et qui s'est dit on ne va pas se croiser les doigts ni les bras et on va mettre en place quelque chose. Donc un appel a été lancé à se mobiliser pour réinventer les solidarités et cultiver collectivement des champs en légumes, principalement des pommes de terre et des courges, parce que c'est des légumes de longue conservation, avec donc des chantiers qu'on voulait absolument collectifs. Donc il faut dire aussi, pour tout dire, c'est qu'on avait mené une expérience de ce type-là l'année précédente, avec un soutien très fort à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où un certain nombre de copains avaient lié des liens avec les habitants de la ZAD. Et il a été créé un champ déjà, un premier champ en 2018. Et la récolte est partie donc, pour nourrir les habitants de la ZAD. Donc cette expérience réussie, voilà, on s'est dit pourquoi pas une deuxième fois. Donc il a fallu trouver du foncier. Donc appel a été fait aux communes voisines. Il y a 3 communes qui ont répondu présentes et qui ont mis à disposition des terrains qui pouvaient faire entre 1000 et 1400 mètres carrés. Et puis, donc, ça, c'était sur 3 communes. Et puis, les 3 autres bouts de champ, on va dire, ce sont des particuliers qui les ont mis à disposition du collectif. Donc, le collectif, il a pris rapidement le nom de Bocage à la patate, dès le début. Donc, on va peut-être expliquer pourquoi Bocage. Donc, Bocage, c'est l'identité de notre territoire. On est dans une zone à dominante agricole, mais avec pas mal d'entreprises qui emploient des gens non qualifiés. Voilà, on a pas mal de populations qui n'ont pas des gros revenus, ça il faut le préciser. Donc une fois que le foncier a été trouvé, les terrains préparés par nos copains paysans, maraîchers, voilà. Et donc là, les bénévoles ont pu rentrer en action. On a touché à peu près 150 bénévoles. Sur chaque terrain, il a fallu planter grâce à des dons de tubercules et des plants. Donc après, ça a été les chantiers, binage, paillage, arrosage, désherbage, ramassage de dorifort. On y a passé pas mal de temps. Et bien sûr, la récolte au mois de septembre. Donc je dirais que sur chaque champ, il y a eu à peu près 3 chantiers. Et à chaque fois, on avait entre 15 et 30 personnes. Un peu plus le jour de la récolte. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on a communiqué... les médias se sont
vraiment intéressés à notre action. Bon, je pense que c'est le contexte du confinement. C'est vrai qu'on était très réactifs au niveau du noyau dur du collectif. Et on a eu des articles dans Le Monde, on est passé à France Inter, la presse régionale, bon, photographes, cinéastes. Bon, vraiment, ça nous a boosté. Quelque part, je pense aussi que notre action, elle était locale, mais on avait toujours derrière un discours avec une portée beaucoup plus globale. Et je pense que c'est ça aussi qui a intéressé les médias. Voilà, donc le message a été bien relayé par nos réseaux et par les médias. Donc on a recruté pas mal Alors, qu'est-ce qu'il y avait les gens qui étaient sur les champs, ben, c'est vrai, c'était des gens d'univers très différents. Bon, les habitants qui avaient du temps et qui voulaient participer à l'action, mais aussi des demandeurs d'asile qui étaient hébergés dans une structure, un lieu de vie qui appartient à la commune, qui est géré par une association partenaire, les gens des CSC, les bénéficiaires des Restos du Cœur et de l'épicerie solidaire du secteur. Donc des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, qui ont échangé des expériences, qui étaient heureux d'être là pour jardiner tout simplement. Hein. Les uns savaient jardiner, les autres non, mais bon, ça a été des moments bien forts, bien conviviaux aussi. Voilà, donc arrive maintenant la période de la récolte au mois de septembre. Et donc là, l'idée, c'était, le message qu'on avait voulu faire passer, c'est vous venez sur le champ, vous aidez à la récolte et vous pouvez repartir avec un sac de pommes de terre. Donc effectivement, il y a une partie de la récolte qui est partie comme ça. Et il en restait beaucoup, on a quand même ramassé 4,3 tonnes de pommes de terre, donc ça ne s'écoule pas non plus en une journée. Donc on a fait bénéficier ces pommes de terre alors les structures d'aide alimentaire, bien entendu, mais aussi des familles, des familles de migrants en particulier, les associations du secteur, Emmaüs et autres. Voilà. Les courges, elles ont été récoltées au mois d'octobre et là, il a fallu aussi redistribuer. Donc la distribution, ça prend pas mal de temps, il faut le dire ce qui est. Et là, ce n'était pas forcément collectif, c'était plus des bénévoles qui prenaient en charge la distribution. Bon, on va faire un petit bilan de tout ça. Donc le bilan, c'est vrai que c'était une expérience réussie, qui n'était pas gagnée d'avance, parce qu'on a été dans une période où il y a eu 2 confinements successifs, mais je pense que la confiance qu'on a eue dès le départ par des municipalités et aussi le soutien des médias, ça nous a donné pas mal d'énergie. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas au niveau du collectif rester dans l'action locale, ça c'est une chose, mais on veut élargir la portée de notre action. Ça veut dire multiplier les champs, créer des nouveaux groupes, mais aussi responsabiliser les gens par rapport à leur alimentation et aussi pousser les élus à faciliter l'installation de maraîchers. Ça peut être sur des terrains communaux, puisqu'on a montré, on a fait la preuve qu'on pouvait le faire au niveau d'un collectif. C'est des choses qui peuvent être bien sûr mises dans les mains des maraîchers. On n'a pas vocation à remplacer les maraîchers. Ça, c'est une chose où on a voulu faire très attention à ne pas faire de concurrence. On était plutôt main dans la main avec les maraîchers locaux. On les a informés de la philosophie de notre action. Et voilà, donc pour conclure, c'est une opération qui a demandé beaucoup d'énergie, une belle dynamique. C'est un peu un défi de se dire qu'on va remettre le couvert l'année prochaine. Et toujours avec l'idée de porter un message plus global. Ça, je pense que tu pourras insister sur le message plus global. Et la sécurité sociale de l'alimentation, qui sous-tend bien sûr le projet. Pierre Pouget, est-ce qu'on peut imaginer que les associations de solidarité alimentaire ne dépendent plus uniquement de la grande distribution et se tournent vers des initiatives comme ça de terrain, citoyennes, mais aussi vers les producteurs locaux? Donc est-ce qu'on peut imaginer, je pense que vous avez déjà réfléchi à la diversification de vos sources d'approvisionnement. Est-ce que c'est, alors je sais bien que vous êtes toujours pris dans l'urgence, les associations, mais est-ce que vous avez des réflexions en ce sens? Oui, d'abord parce que la grande distribution a une générosité qui n'est plus celle que l'on a connue au début de la loi Garot. Pour faire simple et court, une banque alimentaire, celle de la Gironde, collectait près de 3000 tonnes par an auprès de la grande distribution globalement sur la métropole.
En 2020, on est tombé à moins de 2000 tonnes. Ça veut dire que l'on a perdu plus de 1000 tonnes en quelques mois, et pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas, la grande distribution dans un contexte qui est celui que l'on connaît, a considéré que le levier fiscal qui pouvait être celui qui l'a motivé dans une politique de don n'était peut-être pas le plus efficace, et à ce titre-là, elle a mis en place des aires de hard discount, on va dire, où le consommateur client de ces espaces-là pouvait acheter des produits proches de la fin de vie, et sauf que ces produits-là, qui allaient jadis vers des outils comme les nôtres, eh bien, ne viennent plus aujourd'hui, ou ils viennent moins en tout cas. Donc la question qui est derrière, tout ça dans un contexte où la demande n'a jamais été aussi importante. Donc ça renvoie à la diversification, si je puis dire, de nos approvisionnements. Et si on contextualise la question à l'aune des échanges de ce jour, bien évidemment, l'écosystème agricole et agroalimentaire dans lequel sont inscrits les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'urgence alimentaire se la pose et crée ici et là des liens et des partenariats entre des initiatives locales, celles exprimées par ma voisine des Deux-Sèvres. Je pourrais en citer comme ça beaucoup d'autres qui me sont revenus ces mois derniers. Il y a un collectif en Creuse, par exemple. Je trouve ça assez original. Ce sont tous ceux qui ont bénéficié de cette décoration de la République, le poireau, là, le mérite agricole, oui, et qui a constitué un collectif et qui exploite là aussi un champ de pommes de terre dont la récolte est soumise, proposée tous les ans à la banque alimentaire de ce département. Je trouve ça assez cocasse comme situation, mais pourquoi pas. Bref, la question qui est derrière, c'est comment finalement, par une reterritorialisation de nos approvisionnements, l'intervention d'acteurs comme ceux de la solidarité alimentaire fait sens par rapport à une politique et agricole et alimentaire de ce même territoire. Donc c'est ça qui est à réinventer aujourd'hui, et c'est ce à quoi on travaille, sans doute pas suffisamment, mais en tout cas, je pourrais revenir tout à l'heure sur des initiatives qui ont été accompagnées publiquement. Ça nous a permis aussi d'aller rechercher de l'approvisionnement localement. Allez-y. Pour faire simple, lorsque on intervient auprès des publics étudiants, ou lorsqu'on intervient auprès des publics jeunes, comme on commence à le faire en ce moment, plus spécifiquement, on prévoit des colis alimentaires, et dans ces colis alimentaires, on veille à ce qu'une part la plus importante possible d'approvisionnement soit fait auprès d'acteurs agricoles locaux. Alors c'est parfois un peu plus compliqué pour le riz ou les pâtes dans notre région, mais pour des produits laitiers, pour des produits carnés, pour des produits, des fruits et légumes bien sûr, eh bien chaque fois où on peut avoir un approvisionnement local, on essaye de le privilégier. Et du reste, la région, dans l'outil qu'elle a mis en place pour accompagner le réseau des banques alimentaires, en particulier auprès des étudiants, nous invite à chaque fois où c'est possible de privilégier cet approvisionnement local. Alors ça renvoie derrière, parce que là on a fait ça dans l'urgence et dans la rapidité, ça renvoie derrière à l'intérêt qu'il y a et qu'il y aura à essayer de réfléchir à l'organisation et à la structuration de ce type d'approvisionnement. En gros, quels sont en termes nutritionnels les besoins caractéristiques de ces acteurs qui interviennent dans l'urgence alimentaire, et à partir de là, comment on organise un approvisionnement local. À ce titre, on a par exemple l'expérience des lycées en Nouvelle-Aquitaine au travers de leur association, qui est pilotée d'ailleurs par quelqu'un qui est en responsabilité dans un lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port, je crois. Vous parlez de la Sénat. Voilà, la Sénat. Ils étaient là. Ils étaient là, oui. Ouais. Et la Sénat a été lauréate
du trophée du Régal Nouvelle-Aquitaine ce matin. C'est très bien parce que ils ont dû vous citer les chiffres, mais la part de l'approvisionnement local dans la restauration collective, notamment des lycées, devient de plus en plus significative. Et je crois qu'on a à rapprocher des initiatives, parce qu'il ne faut pas qu'on réinvente l'eau chaude si on veut aller assez vite. Il faut que l'on puisse s'appuyer sur ce back-office de sorte à progresser rapidement. Oui, parce qu'en fait, un des objectifs, c'est aussi de reconnecter l'alimentation à l'agriculture. Parce qu'effectivement, les dons de la grande distribution, bon, ils arrivent, on a l'impression qu'ils arrivent de nulle part, ils arrivent bien de quelque part, mais parfois de très loin. Et il y a quand même une coupure entre, lorsque cette nourriture est donnée, ces denrées, la personne qui reçoit ne sait pas d'où ça vient, ne sait pas où ça a été produit, par qui, quel est le coût, est-ce que ce sont ça vient de grosses exploitations, de petits producteurs locaux, et ça, c'est très important de reconnecter. Si on veut que les gens se réapproprient leur alimentation, il faut reconnecter tout ça. Hein, et on cite toujours que quand les enfants leur demandent d'où vient le poisson, bon, ben oui, c'est des boîtes carrées, etc. Donc on a quand même un gros souci de reconnexion et de savoir que produire des aliments, produire des denrées, eh ben, c'est un travail de paysan, c'est un travail parfois très dur. Il y a du transport, il y a comment dire, toute une valeur ajoutée qui est derrière et qui ne transparaît pas lorsque ça arrive dans la grande distribution, quoi. Il y a une coupure vraiment nette. Donc en fait, ce qu'il faudrait reconnecter tout ça, et je pense que les initiatives du bocage à la patate ou des râteleurs, Éric Prédy n'est pas là, mais il a suffisamment parlé la dernière fois pour nous convaincre de l'utilité, de la pertinence de ce type d'action. Florian Laboulet, je pense que vous avez cité 2 exemples ce matin d'initiatives, mais il y en a des milliers. Mais peut-être qu'elles ne sont pas assez prégnantes pour qu'elles fassent changer le système. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que toutes ces initiatives trouvent un corpus commun et que ça vraiment change le modèle de système alimentaire? Alors je sais que c'est pas qu'avec ça, c'est avec une volonté politique aussi. Mais qu'est-ce qui manque à toutes ces initiatives pour vraiment franchir le mur parfois de l'absence de communication et de vision par les habitants eux-mêmes, parfois ne connaissent pas ce genre d'initiative. Oui, ben, c'est tout l'enjeu du changement d'échelle de ces initiatives. Pas forcément un changement d'échelle en termes de taille, puisque pour qu'elles restent conviviales, pour qu'elles accompagnent les personnes, il faut qu'elles restent aussi à taille humaine, mais plutôt un changement d'échelle de l'écosystème au niveau global. Déjà, il faut un soutien, parce que la plupart de ces initiatives, elles sont dans une situation économique où elles ne sont pas toujours en mesure de tomber sur un modèle économique suffisant au bout d'une année. Or, on sait, je pense que les personnes autour de cette table peuvent témoigner de la difficulté d'avoir des soutiens à long terme. On se retrouve très vite à devoir gérer des appels à projets tous les 2 ans ou tous les ans pour récupérer des fonds. Ça prend beaucoup de temps, et c'est autant de temps, surtout quand on dépend pas mal de bénévoles, qui fait qu'on ne va pas passer sur l'action. Ensuite, il y a la question de la gouvernance territoriale. Je l'ai rappelé ce matin, et je pense que c'est un point important. C'est qu'à partir du moment où les acteurs se mettent ensemble sur le territoire, il faut qu'ils définissent aussi une stratégie de visibilisation de ces initiatives. Aujourd'hui, ça commence à se faire notamment sur l'aide alimentaire, de coordination entre les différents acteurs de l'aide alimentaire sur les territoires. Par exemple, à Paris, se crée aujourd'hui une coordination sud-parisienne des acteurs de l'aide alimentaire avec des actions notamment de cartographie de tout ce qui existe en fonction des publics, en fonction des propositions qui sont faites, que ce soit des paniers solidaires, que ce soit des dons, que ce soit de l'accompagnement en cuisine, etc., etc. Donc tout ça est compilé dans un petit prospectus qui est à la fois disponible en ligne
ou sur place, mais il faut que ça s'étende plus largement. Et là, le rôle des collectivités territoriales est important parce que c'est aussi elles, souvent à travers notamment les CCAS, qui sont la porte d'entrée pour les personnes en situation de précarité, notamment, mais même pour le reste. Elles ont aussi la possibilité de créer des cartographies en utilisant parfois le numérique. Donc voilà, il y a cet enjeu de visibilisation, de mise en cohérence, pour vérifier aussi qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Et donc, voilà, je pense qu'il faut... Les projets alimentaires territoriaux, par exemple, peuvent être... Alors, on n'a pas invité l'épicerie sociale et solidaire, mais je veux dire, ce sont des acteurs aussi très importants qui sont regroupés au sein d'une union nationale des épiceries sociales et solidaires, mais aussi elles font un gros travail de reconnexion des habitants avec le système alimentaire. Donc, on a tous ces acteurs, effectivement, ce qui manque, c'est... Après, c'est toute cette volonté politique d'accompagner toutes ces initiatives, qu'elles ne restent pas ponctuelles, et aussi qu'elles insufflent cette dynamique, quoi. Donc, le bocage, bon, on va parler de la sécurité sociale et alimentaire. Je voudrais votre avis. On a demandé l'avis ce matin de Dominique Paturel sur les chèques alimentaires. Il y a des colis alimentaires, effectivement, mais peut-être que ces colis alimentaires, c'est la situation d'urgence, mais peut-être que parfois, c'est des colis tout prêts, où les personnes qui en bénéficient ne peuvent pas vraiment choisir ce qu'il y a dedans. Donc c'est un frein aussi à la généralisation de ce type on a aussi les paniers. On a des paniers, là, la région Nouvelle-Aquitaine, dans l'urgence, est passé par les réseaux aussi de solidarité, de centres de jeunesse pour essayer d'identifier les invisibles. Alors on n'en a pas parlé ce matin, mais c'est terrible. Il y a des invisibles, c'est-à-dire des gens qui ne sont identifiés par aucune structure de solidarité alimentaire. Il faut savoir qu'un tiers de personnes ne demandent pas à bénéficier de leurs droits sociaux, ce qui est terrible. Quand on parle souvent des abus à la sécurité sociale, mais on ne parle jamais du tiers de personnes qui jamais ne font les demandes auxquelles elles ont droit. Et il y a tout un tas d'invisibles, et surtout les jeunes, puisque la précarité alimentaire touche beaucoup les jeunes, et il n'y a pas que les étudiants. Donc il y a ces paniers alimentaires qui ont été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine, mais là c'est pareil, on bute sur le fait qu'il y a des gens qu'on ne va pas pouvoir toucher. Donc Pierre Pouget, je crois que les banques alimentaires, vous êtes concerné par cette démarche de la région, mais est-ce que vous avez déjà des retours sur les difficultés d'identification de ces jeunes? Oui. Juste avant qu'on entre en table ronde, j'avais les Béarnais. Ce matin, j'ai eu comme ça plusieurs autres départements pour essayer d'apprécier la mise en œuvre du dispositif qui est à géométrie très variable. De quoi on part? On part d'une copie blanche dans laquelle la région nous invite à remettre à des publics jeunes en précarité des colis alimentaires de produits secs et frais et de produits d'hygiène. On sait qu'à ce stade, il y en a à peu près 33-35 000 qui pourraient être remis. Ça a débuté depuis 3 semaines déjà en Limousin notamment, Limoges, Haute-Vienne. Ça ne débutera pas avant une dizaine de jours dans 2 ou 3 autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi cet écart de plus d'1 mois? Bien parce que à chaque fois la mise en musique est complexe. Et vous avez des gens que, dès lors que vous leur remettez une copie blanche, vous disent « chic, t'as mieux » et je vais pouvoir organiser la toile d'araignée, de la manière dont on va les repérer, ces invisibles. Les invisibles, c'est ni connu par la formation, ni connu par les services de l'emploi, ni connu par les acteurs sociaux. Donc voilà. Alors il y a des départements où l'initiative humaine est plus rapide que dans d'autres. Ceci étant, pourquoi on a été une nouvelle fois interpellé pour mettre en œuvre ce dispositif? C'est parce que
la toile d'araignée des 700 associations épiceries sociales que j'évoquais est probablement l'une de celles qui permet de couvrir le moins mal un territoire et pour éviter des zones blanches. Et là où il y en aurait, d'essayer avec des interlocuteurs nouveaux, c'est souvent des missions locales, j'observe, qui permettent effectivement d'aller dans ces zones blanches. Avec le milieu étudiant tel qu'on l'avait fait, tel qu'on continue à le faire, l'exercice est en soi plus simple parce que globalement les étudiants ils sont rassemblés sur des campus, confinés dans des campus, et lorsque est tombé le premier confinement, le 16 mars 2020, dès le 25 mars, on était à la fermeture des restaurants universitaires, fermeture etc. Et surtout pour un paquet d'étudiants, les petits boulots qui étaient les leurs, c'était terminé. Donc on fait comment? On fait comment? Bien, très rapidement, il y a eu un tour de table entre les présidents d'université, les CROUS, les collectivités locales, et là le sujet n'était pas la couleur politique des uns ou des autres, c'était la volonté de trouver ensemble et au plus vite et dans l'urgence une solution. Et nous, Banque Alimentaire, on s'est dit là on ne peut pas s'échapper, il faut que de suite on trouve les moyens de... on l'a fait d'abord à Bordeaux, alors par semaine c'est monté à... Si Pierre Veit, qui a été hospitalisé ces derniers jours, là, était là, il le dirait encore plus précisément, ça a été plus de 800 étudiants semaine qui étaient comme ça suivis. Et on remettait à ces publics-là un colis de 7 à 8 kilos, produits secs, produits frais, produits d'hygiène. Ça permettait globalement de passer la semaine parce que le ratio c'est 500 grammes repas, donc 7 à 8 kilos, on doit pouvoir arriver à gérer à peu près la semaine. Et on essayait à chaque fois où c'était possible d'y mettre un maximum de produits locaux alors quand je dis de produits locaux, c'était notamment des fruits et des légumes que un certain nombre d'opérateurs ici sur la Gironde, s'agissant de Bordeaux, étaient en capacité à nous proposer ou gratuitement ou en achetant. Voilà, donc encore une fois, on est souvent dans l'urgence, mais il faut faire autant que faire se peut le pas de côté pour essayer de construire des systèmes à la fois plus collectifs et plus durables. Là, on s'est dit quand on avait commencé il y a 1 an, bon, c'est une affaire de quelques mois et puis la page sera tournée. Sauf que l'histoire nous apprend que les pages ne se tournent pas aussi facilement. Donc il faut que l'on se pose des questions du moyen ou long terme aujourd'hui et qu'on ne se les pose surtout pas seul, qu'on se les pose avec les acteurs publics et associatifs et en responsabilité sur ces questions-là parce qu'on est collectivement concerné par le sujet. Peut-être que je peux... Remarques qui me sont passées par les participants, notamment une remarque de Christine Barraud d'Andes, donc du réseau d'épicerie solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Ces publics invisibles, parce que vous en parliez tout à l'heure Pierre, ne connaissent pas non plus leurs droits et les aides auxquelles ils ont droit. Les épiceries solidaires sont entre autres souvent un système peu connu. C'est-à-dire que ça s'adresse à ces publics-là, mais eux-mêmes ne savent pas qu'il y a ces solutions qui peuvent leur être proposées. On a d'autres remarques aussi qui s'adressent à plusieurs intervenants. Donc un participant qui demande si les monnaies locales peuvent être un levier à la lutte contre la précarité alimentaire. Et si les associations font des démarches auprès des élus, surtout des maires, pour la prise en compte de monnaie locale sur leur territoire. Florian a cité un exemple ce matin, la manne. La manne, voilà. Alors qui est une monnaie de temps, donc pas une monnaie locale complémentaire comme souvent on l'entend, et qui du coup en fait est une monnaie gérée par les associations locales sur le Sangoël Audruic, et qui vise en fait à faciliter l'échange de services et de biens entre personnes privées. C'est-à-dire qu'on va gagner des mannes en proposant par exemple un cours de yoga, en proposant de faire la coiffure si on sait coiffer,
de tondre la pelouse. Il y a aussi des ateliers collectifs qui sont proposés par les associations locales, comme des chantiers de réhabilitation de certains terrains, de plantation de certaines cultures, etc., où on va gagner des mannes en y participant. Et du coup, l'outil va permettre de mettre en lien les personnes et aussi de pouvoir, à partir de cette manne, acquérir des paniers solidaires, des repas au restaurant tiers-lieu Ménadel et Saint-Hubert à Le Sangoël, acheter une poule aussi, donc ça y participe. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple d'expérimentation du mois solidaire par le Cairn, qui a été faite il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Le Cairn est donc la monnaie locale de Grenoble. Et pendant 1 mois, elle a organisé en fait une permanence au CCAS de Grenoble pour proposer librement aux personnes qui pouvaient bénéficier de l'aide facultative du CCAS, d'en plus avoir un surplus en monnaie locale. Et du coup, les personnes de l'association étaient là pour leur indiquer où elles pouvaient aller, notamment ce qui correspondait le plus à leur situation, et notamment les épiceries sociales et solidaires. Et ce qu'ils ont pu faire, ils sont encore dans la capitalisation de l'expérience, mais ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils ont pu voir avec le nombre de monnaies locales qui sont retrouvées dans cette épicerie sociale et solidaire, ils ont pu un peu tracer, et ils ont pu voir en fait que cette expérimentation elle avait permis de faire connaître à un public beaucoup plus large qu'avant l'épicerie sociale et solidaire, parce que comme le disait madame, effectivement, c'est une solution qui existe, mais qui n'est pas toujours connue des personnes qui peuvent en bénéficier. Donc la monnaie locale était à la fois, elle joue son rôle de monnaie locale en appuyant la consommation locale, la consommation durable, et en plus elle avait un rôle de sensibilisation et de visibilisation sur le terrain, notamment pour les personnes en situation de précarité. C'était libre et c'était en plus un surplus. Alors, pour finir sur la monnaie locale, c'est pareil, c'est une information. J'apprends que la ville de Bayonne rémunère en partie les agents municipaux avec le SCO, la monnaie locale. Qui est la monnaie la plus développée en Europe. La monnaie locale, c'est le SCO du Pays Basque. Tout à fait. Bonjour aux Basques qui nous écoutent, bravo à eux. On était avec le directeur général de l'association hier au Labo de SS. Voilà, tout se recoupe. Mais je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte pour les personnes en précarité, de retrouver leur dignité, de ne pas être simplement des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Je crois que c'est aussi capital, et je pense que vous pensez à ça aussi, Banque alimentaire. Il y a deux aspects importants. Il y a d'abord tout ce qui peut concourir à une forme de socialisation ou de reconnexion des liens avec des amis, un environnement, des acteurs, bref, ça c'est parfait. Et puis, d'ailleurs, l'une des limites, je ne sais pas ce qui a été dit ce matin sur l'échec alimentaire, mais l'une des craintes, c'est que le lien social et l'accompagnement tel qu'on peut le faire aujourd'hui, il soit complètement passé sous silence, et il n'existe pas. Et la vie et l'être humain ne se construit pas simplement de cela. Il y a tellement d'autres choses à partir desquelles, l'alimentation c'est quelque chose parmi un tout, et il faut réfléchir au tout en même temps que l'aide alimentaire. Moi, je voudrais... Si les chèques alimentaires sont distribués comme ça, et sans passer par les acteurs qui accompagnent d'habitude, on va faire un flop, parce que les gens iront... Mais probablement, vous l'avez évoqué vous, dans l'expérience du bocage à la patate, lorsque à chaque fois, celui que l'on appelle trop facilement le bénéficiaire, et il peut être aussi acteur de la solidarité, alors on a gagné. Oui. Je vois les étudiants dont on parlait tout à l'heure, au-delà du fait qu'un certain nombre sont venus, parce que préparer à Bordeaux, la semaine où il y a 800 colis alimentaires à préparer, ça veut dire 800 poches de produits secs, 800 poches de produits frais. Donc vous voyez la multiplication, et derrière toute l'ingénierie que ça suppose. Donc il faut quand même un peu de bras pour le faire. Des étudiants sont venus, et c'est très bien. Il y a une initiative sur Limoges, je crois, où les étudiants collectivement se sont dit, mais comment on pourrait être utile ? Si sur la préparation vous n'avez pas besoin de nous, l'un des sujets c'était le décrochage scolaire.
des étudiants se sont mobilisés pour aller appuyer des initiatives locales autour de l'accompagnement scolaire d'enfants en situation de décrochage. Donc ils recevaient ces colis alimentaires et c'était très bien, mais ils donnaient aussi de leur temps et de leurs compétences sur d'autres sujets. Donc chaque fois qu'on réussit cela, moi je trouve qu'on a franchi une marche de plus de retour à la dignité. On en a parlé des chèques alimentaires ce matin, mais on peut approfondir un peu la question, car les chèques alimentaires, c'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, en relation avec le fait que le système alimentaire est quand même très impactant pour les émissions de gaz à effet de serre, et donc impact sur le changement climatique. Donc la proposition de la Convention citoyenne, c'est de délivrer des chèques de 150 € par mois par personne. Donc le gouvernement a plus ou moins dit que c'était intéressant, il étudie la question, mais je pense que ça pose des questions techniques, financières, et on n'est pas sûr que la proposition de la Convention citoyenne du climat soit reprise dans son intégralité. Alors, ces chèques alimentaires seraient ciblés vers les produits bio, de qualité, et des légumes frais, surtout, hein, des fruits et légumes. Alors, c'est une amélioration, ces chèques que propose la Convention citoyenne du climat par rapport aux chèques classiques des CCAS, par exemple, des collectivités, qui, elles, ne ciblent pas particulièrement des produits frais, mais bon, la question se pose par quel relais vont être distribués ces chèques, et ensuite, est-ce que les personnes qui pourraient en bénéficier ne vont pas se retrouver aussi contraintes d'avoir des commerces qui seraient référencés et pas d'autres. Donc il y a quand même tout un problème de logistique qui n'est pas du tout résolu pour le moment. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors je vais passer la parole à Kevin, mais qui va nous reparler de sa sécurité sociale et alimentaire. Mais dans un premier temps, parce que on en a parlé ce matin, hein, mais est-ce que ça vous paraît dans l'urgence? Est-ce que ça vous apparaît comme une solution, quelque chose qui pourrait être mis en place dans l'urgence, mais qui ne soit pas quelque chose de pérenne? Parce que qu'est-ce que vous pensez de ce... Parce que ça cible les produits frais, locaux, de qualité. Est-ce que pour vous c'est un plus, c'est une amélioration par rapport à ce qui existe actuellement? À titre personnel, non, pas du tout. Pour moi, ça s'attaque pas aux causes, quoi. Ça s'attaque aux conséquences. En fait, on parle tout le temps à la place de... Moi, je vais pas parler, je suis pas invisible, Pôle emploi me connaît, etc. Mais je pourrais aller à l'épicerie solidaire. Et en fait, ça me bouille depuis tout à l'heure, en fait, parce qu'on a l'impression de parler à la place d'eux. Et en fait, on a été quelques-uns, oui, fin mars, au mois d'avril, à s'organiser, parce qu'en fait, le gouvernement, il est incapable, en face, de prévoir... Il y pense qu'au mois de décembre, parce que la Convention citoyenne s'y passe, quoi. Mais il est où, en fait? Donc, on n'en attend plus rien, en fait. Ça, stop, quoi. C'est fini, quoi. Et c'est ça que, en fait, donc, c'est quoi la mascarade encore dessous? Même si c'est du bio local, produit par qui? Qui va décider, en fait? Si c'est encore pour qu'on soit... là, une prise de conscience, on s'est rendu compte, quoi, à produire des champs de patates, etc., bah, c'est beaucoup de temps, c'est du travail. C'est pour ça qu'on l'a fait avec les maraîchers. C'est pour pouvoir... C'est pas l'idée de nous remplacer demain ceux qui le font. La question de la distribution, pareil. Mais du coup, il ne faut pas oublier, dans le système, on parle de sécurité sociale de l'alimentation et pas alimentaire, parce qu'il faut en finir, en fait, avec l'aide alimentaire. Stop, quoi. On nous définit comme des pauvres, mais nous définir des personnes par leur manque, mais c'est d'une violence. Bénédicte Bonzi, elle a travaillé sur les violences alimentaires autour de l'alimentaire. Je ne sais pas si vous l'avez invitée, si elle a déjà été invitée, mais je vous invite à aller écouter son travail. Mais c'est... voilà pourquoi on n'y va pas, en fait, quoi. Non, on veut chercher à s'organiser sur le terrain, et à récupérer des terrains, et à poser la question de l'alimentation sur la table. Et on n'a pas les solutions, mais au moins, du coup, on veut les questionner, et on veut notre voix au chapitre. Et en effet, c'est à qui de décider, quoi. Bah, aux exploités, aux invisibles, aux femmes, parce que quand on parle d'alimentation, c'est les premières concernées, et ainsi de suite. Donc en fait, là, la mascarade du truc, non, quoi. Et
Et la question du bio local, très bien. Mais en fait, si c'est demain pour vivre dans une société avec Leclerc qui a 10 000 hectares et qui exploite 5 000 personnes avec des conditions de travail de merde, avec le travail saisonnier, il est fait par qui aujourd'hui? Interrogeons-nous, regardons. Et si c'est pour faire pareil demain, mais en bio et en local, personnellement, je ne veux pas vivre dans cette société, quoi. C'est ce qu'on a essayé d'échanger en même temps que biner les patates et puis boire le coup à la fin du chantier. C'est-à-dire, bah, ces collectifs-là de 15-20 personnes sur ces 6 communes, dire comment est-ce qu'on apprend, parce qu'on a à apprendre à s'auto-organiser, à comment est-ce qu'on prend les décisions, c'est quoi nos manques, etc. Et de tirer ce fil de ce que Dominique Paturel, à mon avis, a parlé ce matin, parce qu'on travaille ensemble sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de dire comment est-ce qu'on se réapproprie la question de la démocratie au sein de ça, et comment est-ce qu'on... Et donc, en s'inspirant de l'histoire des conquêtes ouvrières autour de la sécurité sociale, de comment est-ce qu'elle a été imaginée en 1946, et tout ça. Donc c'est tout ce travail, et en mettant au cœur des réflexions la question du travail, en fait, quoi. Parce que si en fait on se retrouve en galère, c'est parce qu'il y a la question du travail. Et aujourd'hui, qui définit de qu'est-ce qui est travail, de qu'est-ce qui est non, qu'est-ce qui est pas, bah voilà, c'est sûr qu'entre une cantinière dans un lycée et un trader ou je ne sais quoi ou un autre, bon bah aujourd'hui c'est qui est le plus valorisé? Bon, alors on a besoin de quoi? On l'a vu pendant le confinement, quoi. Voilà, les beaux discours de ah oui, que ce soit d'un côté les femmes qui en grande majorité qui s'occupent du soin des autres, que ce soit du côté des aides-soignants, des cantinières, etc. Bon bah en fait, donc oui, l'urgence, ça fait sourire, quoi, en fait. En fait, voilà, mais Dominique Paturel, on en a discuté déjà un peu ce matin avec elle, hein, donc elle ne remet pas en cause l'aide alimentaire, mais pour elle, c'est l'urgence, c'est répondre à l'urgence. Oui, mais l'urgence devient permanente. Et donc, c'est ça le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, il va bien falloir s'attaquer aux causes de cette précarité alimentaire et ne pas rester au traitement des conséquences. Alors, Brigitte Allain, à ce stade de la discussion, quel éclairage vous pouvez apporter À ce stade de la discussion, quand même, ce qui ressort quand même de cette table ronde, c'est assez extraordinaire. C'est de voir à quel point, finalement, c'est le monde associatif, à partir d'initiatives bénévoles, mais qui partent effectivement, vous venez de le dire, du besoin des gens. Il y a une situation donnée, on en prend acte, on s'organise pour répondre à la situation. Qui répond, en fait, ce sont ces associations, ces bénévoles qui font un travail pour pallier au manque, vraiment, on parle de démocratie de l'alimentation, mais un manque d'action publique. Et qu'au-delà de ça, et à travers vos témoignages, ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui, en plus de ça, aujourd'hui les organisations, les associations entre elles disent il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit complémentaires, qu'on fasse système finalement, ce dont on parle depuis 2 jours. Seulement pour faire système, il y a besoin de moyens humains avant tout. Vous avez parlé de coordination. Moi, j'ai eu l'occasion, lors de mon mandat, de visiter les ateliers de la Banque alimentaire du Bergeracois et de Périgueux. J'ai pris la mesure à ce moment-là de l'ingénierie que ça demande. C'est assez extraordinaire, l'ingénierie que ça demande. Donc il y a vraiment, sans professionnels, il arrive un moment où on atteint les limites. Et ces professionnels, certains sont bénévoles, donc apportent leurs compétences qu'ils ont par ailleurs dans leur métier, ils les apportent en tant que bénévoles dans ces associations, mais il y a aussi, à un moment donné, besoin, tout simplement, de personnes qui sont salariées pour faire ce travail, pour l'organisation. Et encore plus loin, si on veut que ces organisations
effectivement, s'articulent entre elles. Clairement, ce besoin d'animation, de présence humaine pour organiser tout ça, pour permettre à des bénévoles. Moi, je considère que c'est important aussi de garder et de préserver aussi ce rôle des associations. C'est notre action citoyenne à chacun de nous. Donc ça, c'est important. Il ne s'agit pas de remplacer absolument tout par l'action publique, mais à minima, que l'action publique aide à l'organisation humaine, apporte les moyens, et vous l'avez dit tout à l'heure, pour aller quémander 4 sous pour que l'organisation qu'on vient chercher, hein, vous avez tous témoigné de ça, on vient vous chercher à un moment donné, y compris et surtout en période de crise, mais quand vous avez besoin d'établir ce partenariat avec les collectivités, donc aller chercher un partenariat entre autres financier, il faut pleurer. Enfin, c'est lamentable la façon dont sont traités les bénévoles des associations. Il faut en permanence faire une preuve, remplir des dossiers qui sont interminables. Vous l'avez dit, ça mobilise beaucoup de personnes, ou quelquefois le chiffrage, enfin, on arrive à des aberrations. Enfin, je le connais aussi en tant que membre d'association. Donc, à un moment donné, voilà quoi, toutes ces associations qui ont vocation, soit écologique, soit sociale, soit... enfin, en fait, ce sont des préoccupations sociétales auxquelles la société, à un moment donné, doit répondre. Et en ça, l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, je pense, peut y contribuer. Mais au-delà, vous l'avez dit, comment fait-on déjà pour qu'on mette un chèque, ça ne répond pas, quoi. On ne répond pas aux besoins par un chèque. Et je voudrais aussi dire, on l'a peu évoqué là, le travail de ces associations qui font ce travail de fond qui est fait, cette articulation aussi d'éducation populaire, d'échange. Effectivement, vous l'avez dit, on n'a pas juste planté des patates et des courgettes, on est là aussi pour nourrir une réflexion collective par rapport à ce problème de société. Enfin, oui, ça devient un vrai problème de société. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est, on va dire, quasiment 10% de la population qui soit en situation de précarité alimentaire? Et ces échanges qui font que les uns apportent leurs compétences aux autres. Bon, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Questions de culture à Bergerac, et on va travailler avec Solutaire, alors sous forme bien sûr conventionnelle, hein, pour s'enrichir les uns les autres. Questions de culture fait de l'insertion par le travail, et notamment à travers des jardins du maraîchage et de la transformation. Et aujourd'hui, on se dit qu'on peut aller plus loin dans ce travail d'insertion sur le fait que, en tant qu'association, on a peut-être aussi cette possibilité de faire de l'expérimentation par rapport au compost, par rapport à la permaculture, parce que l'insertion aussi par le travail, il faut que ce soit motivant. Et ce côté recherche, ce côté ingénierie, ce côté on va étudier des choses, on ne sait pas si ça va réussir, quoi, hein. La permaculture, on en parle beaucoup, sur le terrain, on en fait beaucoup moins. Et là, on va s'y essayer. Et l'idée, c'est d'ouvrir l'association pour que les personnes en insertion puissent, enfin, qu'il y ait des personnes qui sont en insertion, qui travaillent sur le jardin, mais qu'il y ait aussi des personnes qui vont venir sur le jardin pour s'essayer à la permaculture, peut-être vers l'autocueillette aussi, enfin, travailler ensemble sur un nouveau projet.
Et je crois que là aussi, ça contribue à travailler sur d'autres modèles, sur se réapproprier notre façon de nous nourrir, mais aussi de vivre ensemble, vous l'avez dit, quoi. Donc, en fait, je crois que c'est tout ça, mais quand même, à un moment donné, s'il n'y a pas, moi je crois que plutôt qu'un chèque alimentaire, la première aide à apporter, c'est permettre à toutes ces initiatives de pouvoir travailler correctement, avoir des locaux quand elles en ont besoin, qui leur soient mis à disposition, parce que là aussi, hein, on a des associations, elles sont logées d'une façon, mais vraiment, mais c'est insultant. La première fois où j'ai visité, moi, la banque alimentaire à Bergerac, mais j'étais horrifiée. Horrifiée de voir comment les locaux qui étaient mis à disposition de la banque alimentaire. C'est inacceptable. Voilà. Donc, à un moment, il y a des associations, mais l'action publique, elle doit être présente. Et ce n'est pas forcément uniquement à travers des chèques. C'est aussi donner les moyens à ceux qui travaillent sur le terrain, qu'ils soient bénévoles ou qu'ils soient amenés à faire appel à des salariés, de faire ce travail qui est quand même un travail d'utilité publique. Vous avez parlé d'éducation populaire. Je crois que les rateleurs vraiment tiennent à cette notion. Et surtout, l'éducation populaire, ce n'est pas ascendant. Il n'y a pas des sachants. Justement, c'est que les personnes elles-mêmes sont proactives et qu'elles apportent énormément. Vous pouvez un peu dire la conception que les rateleurs ont de cette éducation populaire, puisque les gens se prennent en main vraiment. Là, c'est collectif et il n'y a pas un sachant qui dit faites ci, faites ça. Je pense que c'est une action collective et tout est réfléchi à la base par le collectif. Oui, enfin, du coup, bon, c'est vrai que c'est un peu caricatural, parce que je pense qu'il n'y a pas du tout que les rateleurs qui pensent comme ça. Oui, mais vous êtes là, donc les autres, je ne peux pas les interroger. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de réflexions qui se font autour de comment on essaye de ne pas être si descendant que ça. Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est plutôt acquis. Mais effectivement, même quand on ne se rend pas compte que parfois, les gens qui sont en place dans les associations, ce qu'on pourrait appeler les accompagnants, les aidants, voilà, effectivement, malgré eux, de toute façon, peuvent avoir une forme, alors j'avais parlé un peu soit de dogmatisme, soit effectivement de descendante sur comment, par exemple, il faudrait manger, comment il faudrait mieux se comporter, ou comment il faudrait faire les ateliers cuisine comme ci, comme ça. Donc ça, c'est une réalité. Effectivement, je voudrais juste, pardon, du coup, je respecte pas bien la question, mais Mais allez-y. C'est juste, du coup, on n'est pas ascendant ici. Mais en fait, juste, je reviens sur cette, mais ça se rejoint, sur la question des invisibles. Je pense qu'effectivement, il faut quand même dire que les invisibles, il y en a, certes, on ne peut pas les toucher, mais il y en a qui ne veulent pas être touchés. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais effectivement, je rejoins la remarque sur... en fait, il y a quand même une violence institutionnelle qui est importante, de la discrimination. Et en fait, il y a des gens qui sont hors de ces radars et qui restent hors de ces radars parce qu'ils n'ont pas envie de subir cette violence institutionnelle. Notamment, on sait que, par exemple, pour la question de l'aide alimentaire, mais ce n'est pas du tout moi qui le dis, que de devoir justifier qu'on est pauvre pour bénéficier d'une aide alimentaire, c'est quand même bon, un peu, enfin voilà, c'est un peu poussé en fait. Voilà, on doit prouver qu'on est assez pauvre. En fait, donc ça c'est sûr. Et notamment, oui, cette question de violence institutionnelle, elle est assez présente et je pense que autour de ça, il faut travailler effectivement sur l'idée de ne pas être trop descendant. Et c'est un des éléments, et peut-être ça rejoint aussi sur la question de la réappropriation du système alimentaire. Alors c'est un des aspects, donc il y a plein d'outils justement d'inclusion, nous ce qu'on fait beaucoup, que ça soit sur les jardins, voilà, on coproduit avec les habitants, donc alors évidemment,
en fait, il y a des gens qui sont sachants, c'est pas grave de le dire, c'est-à-dire que nous, on a des compétences techniques, par exemple, que n'ont pas des habitants, je sais pas, en termes de paysage, pour dessiner, faire des esquisses de jardin. En revanche, ça n'empêche pas de leur proposer des esquisses de jardin et de leur dire, bon, maintenant, voici le cadre qu'il faut respecter techniquement, comment après on fait ensemble et comment on construit quelque chose qui vous ressemble aussi. Donc, il y a, enfin, voilà, pour moi, le terme de sachant, c'est pas grave, c'est juste, il faut... Et je pense là du coup plutôt à Dédé Carmonde qui travaille sur cette notion de sachant ou de savoir. C'est qu'en fait il y a plusieurs types de savoir. Il y a du coup le savoir scientifique, il y a le savoir plutôt opérationnel comme les associations et plutôt le savoir vécu qui va être plutôt justement le savoir des gens qui sont en situation de précarité. Et justement il faut combiner ces savoirs. Donc bon, le sachant, voilà. Et juste, je pense que le dernier petit truc que j'aimerais identifier là-dedans et dans la question de la réappropriation et le fait de ne pas être trop descendant, c'est que pour moi ça passe aussi, je vous parlais de créer de l'accessibilité aux espaces de production, donc des jardins, aux espaces de transformation, créer ces infrastructures, mais c'est aussi aux espaces de gouvernance. Et en fait ce qu'on voit c'est qu'effectivement dans les associations, eh bien souvent, il y a une homogénéité plutôt de classe moyenne ou supérieure dans ces associations-là. Et finalement, ce qu'on appelle les bénéficiaires, et d'ailleurs c'est un terme aussi pareil, qui est toujours questionné, finalement se retrouvent peu dans les espaces décisionnels. Or, on voit que c'est un problème et on pense, et du coup c'est pareil, c'est des recherches qui ont été faites notamment par des anthropologues, qui est de dire que en fait si ces gens-là n'ont pas accès à ces espaces, en fait les projets ne vont pas leur ressembler. Donc en fait, et en fait même les racleurs involontairement subissent un peu ça, c'est-à-dire que en fait on va créer des projets qui vont ressembler aux gens qui décident des projets. Donc en fait on peut exclure certaines personnes. Donc je pense qu'il y a une réflexion aussi à faire là-dessus. Les AMAP ont la même réflexion, oui. C'est-à-dire qu'il y a une certaine exclusion de public voilà, qui est à la marge et qui ne se retrouve pas de fonctionnement. C'est pas volontaire, en fait c'est avec les meilleures intentions du monde, avec la volonté d'inclure, on arrive toujours, et les racleurs en sont un exemple, c'était quelque chose qu'on savait dès le départ, qu'on essaye d'intégrer en permanence, mais qu'on n'arrive pas complètement à faire. Et en fait, il faut aussi se réinventer sur comment on arrive à toucher aussi et à laisser investir ces personnes-là aussi dans ces espaces de gouvernance. Alors, le bocage à la patate, vous avez pointé ce problème dès le début de laisser les personnes elles-mêmes aussi pouvoir... Je dirais que c'est aussi quelque chose qu'on a voulu à tout moment faire, c'est-à-dire faire venir sur les champs des personnes effectivement qu'on savait être dans la précarité alimentaire. C'est pas quelque chose qu'on a réussi le mieux. Alors nous on a un problème de mobilité, c'est-à-dire que les champs ils sont dans des petites communes, quelquefois dans la ville de 5000 habitants, là c'est peut-être plus facile, mais mis à part le centre socio-culturel, qui a pu mettre dans le petit 9 places et amener sur le champ des gens effectivement qui ont pu ensuite bénéficier des pommes de terre le jour de la récolte. C'est vrai que ça c'est quelque chose, on n'a pas... on a eu des idées mais qu'on n'a peut-être pas forcément mis en place. Par exemple, aller à l'épicerie solidaire où il se passe des cours de cuisine. Et je pense que par l'intermédiaire de ces cours de cuisine, on rentre en relation avec les personnes qui après nous identifient et plus facilement vont venir cultiver avec nous. Et ça, c'est effectivement une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille pour la campagne prochaine. Voilà. Dorothée, est-ce qu'on a des... Oui, allez-y. Non, je me suis beaucoup retrouvée dans ce que je voulais dire. Je pense effectivement que même si on y fait attention, voilà, à partir du moment où dans notre gouvernance qu'on a voulu nous être vraiment de l'autogestion, on n'a pas forcément intégré les personnes qui nous auraient permis de réussir dans l'inclusion. Voilà. Dorothée, est-ce qu'on a des questions, des réactions? Alors, on a une question, mais en fait, qui s'adressait plutôt à Monsieur Laboulé, qui était avant tous ces échanges, mais je n'ai pas voulu interrompre parce que c'était important.
qui demande, une personne qui demande comment transformer les aides de l'Europe et de l'État à l'aide alimentaire pour qu'elles arrivent directement au territoire afin de mettre en place des actions adaptées. Alors, ça me fait plaisir. C'est un piège. Hein. C'est cadeau. C'est un cadeau. Bah, je pense qu'on a des outils. Aujourd'hui, les aides européennes transitent beaucoup par le FEAD, le Fonds européen d'aide aux démunis, qui va acheter des produits qui vont ensuite être gérés par France Agrimaire pour le compte de l'État, et ensuite redistribués dans les différentes associations caritatives qui gèrent l'aide alimentaire. Ça, c'est un levier. Après, il est relativisable. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça ne représente pas, je crois que c'est... Pour la France et pour les 7 ans qui viennent, ce sera pour la France 640 millions d'euros. Sur la période précédente, 2014-2020, c'était 580 millions d'euros. La crainte que l'on avait il y a encore un an, c'est que cette aide-là soit divisée par deux, puisque sur les premières propositions du cadrage budgétaire de l'Union européenne, il s'agissait d'intégrer le FEAD au FSE+, et par le coup, de diviser les moyens qui étaient dévolus spécifiquement à ce qui touchait à l'aide alimentaire, de le diviser par deux. Donc on a en tout cas les banques alimentaires avec nos amis des Restos du Cœur, du Secours Populaire et de la Croix-Rouge, les 4 grands réseaux nationaux habilités au titre du FEAD. On s'est mobilisé auprès des parlementaires européens pour essayer de bouger à cela. Bon, ça a donné le chiffre que vous avez. La question qui est derrière, c'est, pour l'instant, c'est une gestion pour le moins nationale et européenne. Est-ce que ça ne pourrait pas être une gestion locale ou régionale ? Et parce que c'est quand même un comble. On a tous en mémoire les dérapages auxquels on a assisté ces mois ou ces années dernières, avec le steak haché qui en avait la couleur, mais pas l'odeur. Des steaks de chevaux. On a à peu près tout eu. Non, ça c'était les pizzas. C'était encore un autre sujet. Donc la question qui est derrière, c'est les cahiers des charges sur lesquels les appels d'offres sont lancés sont des cahiers des charges qui sont soumis à une législation qui est européenne, et donc avec des appels d'offres européens. Ça peut nous arriver d'avoir dans nos entrepôts des produits issus de différents pays de l'Union européenne. C'est peut-être moins pire que si ça devait traverser l'Atlantique, mais quand même. Donc, moi je crois qu'on pourrait avoir une réflexion, mais il faut qu'il y ait une volonté politique pour le faire, pour régionaliser au moins ces dispositifs d'appel d'offres, pour que, en associant y compris les bénéficiaires, ça rejoint la remarque de tout à l'heure, on puisse réfléchir où sont nos priorités, et à partir de là, comment localement on va essayer de travailler avec des acteurs de l'agriculture de notre territoire, quoi. Donc voilà, le sujet qui est posé, c'est comment d'une gestion communautaire et étatique, on arrive demain à une gestion qui soit la plus locale possible au titre d'une gestion des acteurs d'un même territoire. C'est ça, le rôle de l'Europe, il se retrouve aussi à travers la PAC. On l'a dit, il faut la réformer, c'est lourd, il y a quelques velléités, mais on voit bien dans les dernières négociations, ça va largement pas assez loin, notamment sur les questions d'aide à la surface, etc., sur le débat sempiternel. Mais c'est aussi tout simplement le développement régional, appuyer les collectivités territoriales dans la mise en place de politiques agricoles, alimentaires, de soutien social. Je crois que c'est possible. Hein. Regardez sur la PAC, sans être trop technique, il y a 2 piliers. Un premier pilier, c'est globalement les aides directes, et puis le deuxième pilier, c'est des aides qui peuvent être certes directes, mais qui vont surtout sur des politiques d'accompagnement d'une manière plus générale. Si ça a été le deuxième pilier de la PAC,
l'État français a voulu en nationaliser une part importante, mais sur la dernière période, il y a une part qui était gérée par les régions. Et l'État, pour des raisons qui lui sont propres, a voulu se réapproprier cette gestion qu'il avait déléguée aux régions. S'agissant du FEAD, si ça a été possible pour le deuxième pilier de la PAC d'avoir et de s'appuyer sur des acteurs en local ou en régional, pourquoi ça ne le serait pas aussi sur le FEAD? Je m'excuse d'être un peu technique. Non, mais c'est très... mais c'est le sujet, quoi. Voilà. Donc, Kevin, on va aborder la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, c'est une solution qui est préconisée par un collectif démocratie alimentaire dont on a parlé beaucoup ce matin. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce qu'on n'a pas expliqué tous les mécanismes qui seraient en jeu ce matin, on a parlé juste d'un principe. Est-ce que vous pourriez un peu plus détailler quelle est cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation? Oui, je peux. Déjà, il y a le collectif démocratie alimentaire, il y a le syndicat agricole, la Confédération paysanne, il y a l'association Les Amis de la Confédération paysanne, il y a le réseau Miramap, qui rassemble les AMAP. Je vais en oublier, mais il y a eu 8 structures, il y a le collectif L'Ardeur. À titre personnel, moi j'ai participé à un moment donné à ce collectif pour le groupe alimentation de l'association Réseau Salariat. Donc voilà, et donc en fonction de d'où on parle, d'où on est, c'est cette complémentarité de ces choses-là qui sont mis au travail autour de cette question de l'alimentation. Et donc voilà, et voilà, c'est en quelques minutes. L'idée c'est de créer une branche de sécurité sociale. On a écrit un socle commun à l'ensemble de ces structures, et qu'est-ce qu'on entend en fait par sécurité sociale. Donc, comme elle a été pensée en 46, et qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire en 46, qui a été saboté dès 47, et puis par la suite jusqu'à aujourd'hui pour en arriver à là où on en est, par exemple sur la santé, sachant que le régime général, c'est pas uniquement la santé, mais il y a aussi toute la branche retraite, famille, chômage, et donc c'est comment est-ce qu'on est dans une situation offensive, de dire qu'en fait, on va conquérir des nouveaux droits. Donc là, on parle dessus de l'alimentation, mais Claire évoquait la question du transport tout à l'heure, de la mobilité, du logement. Comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait conquérir comme de nouveaux droits en s'attachant au système économique, en fait, et de sorte de... En fait, ce qui est une des lectures qu'on peut en faire du régime général en 46, c'est pas la création de la sécurité sociale en 46, mais c'est le fait qu'il en existait plein avant dans plein de branches. Mais ce qui a été fait en 46, c'est que ça a été généralisé avec un taux unique interprofessionnel, avec une gestion ouvrière. Donc exit l'État, exit le patronat à 25%, gestion ouvrière par des représentants salariés à 75%. Donc c'est des conquêtes comme ça fortes quand on parle de démocratie sédentaire qui va décider, etc. Et il y a une prise en main en fait grâce à une socialisation de la richesse qu'on produit, de la valeur, par les cotisations, nos cotisations, quoi, qu'on a besoin les autres pour pouvoir produire, quoi. Et donc c'est cette augmentation de cotisations jusque dans les années 60, par exemple, qui ont permis d'investir dans des outils de travail. Les CHU, Centres hospitaliers universitaires, en sont une image, quoi, en fait, du coup, à partir du moment où on travaille dans ces endroits-là, on ne travaille pas pour rembourser la banque, ni rembourser des actionnaires, comme ça peut l'être de plus en plus, quoi. C'est-à-dire que c'est une convention sociale, en tant que société, on estime que ça doit sortir du secteur marchand, quoi. Et sur la question de l'alimentation, du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement, le collectif démocratie alimentaire propose que 150 € par mois par personne soient alloués de fait à tous.
Et bon, ils considèrent que 150 euros, c'est peut-être pas encore un montant suffisant, ce serait plutôt au-delà de 200 euros. Mais à partir de là, ce serait un droit incompressible pour tous, qui permettrait effectivement l'accès au maximum à une alimentation saine, de qualité, équitable, etc. Voilà. Parce que ce qu'on a vu avec Dominique Paturel ce matin, c'est que la France fait une confusion entre le droit à l'alimentation et l'aide alimentaire. C'est-à-dire que la France dit l'aide alimentaire, ben, c'est le droit à l'alimentation. C'est le droit à l'alimentation, ça va au-delà de ça, de ces droits fondamentaux de l'être humain, de pouvoir s'alimenter correctement. Voilà. Puis c'est s'attaquer au système économique. Voilà. C'est de réfléchir à un autre système économique par rapport à celui qui est en place et qui arrête d'exploiter les êtres humains et les ressources sur la question de l'agriculture. C'est comment est-ce qu'on réfléchit à reprendre et donc c'est pas uniquement il y a cette allocation mensuelle, mais c'est aussi comment est-ce que dans des caisses on peut imaginer qu'il y aurait des caisses locales à l'échelle, alors ça reste encore à travailler, à définir, est-ce que ça sera communal, cantonal, enfin, ou de quartier, etc. Mais où la question de la démocratie, là, sera importante à mettre en évidence et de dire qui décide, comment, que les personnes ce que vous disiez tout à l'heure, les personnes qui travailleraient dans ces endroits-là, est-ce qu'elles ont un mandat, pendant combien de temps, mais que ce soit reconnu le travail qu'elles font, et puis qu'elles puissent décider de critères qui permettent de conventionner des collectifs de travail. Et là, on parle bien d'alimentation et pas dans sa vision système, c'est-à-dire de la production, de la transformation, de la distribution, de la consommation, et que ces collectifs de travail, en fait, ils soient conventionnés. Et ces fameux 150 euros, voilà, c'est 150 euros, une estimation. Je sais qu'à Réseau Salaire, on est plutôt sur 100 euros pour garder 50 euros les premières années pour pouvoir investir dans. Là, il faut retaper ce bâtiment pour faire une épicerie. Là, il faut faire un petit labo de transfo, là, une légumerie. Parce qu'en fait, si on met 150 euros pour des collectifs de travail, mais que derrière, en fait, ils sont allés s'emprunter. Qui sont allés emprunter et puis qui vont aller travailler pour rembourser les banques et qu'en fait du coup c'est c'est encore les banques qui vont s'en foutre plein au passage, donc c'est quand même pas l'idée c'est ça qui nous opprime, donc du coup c'est comment est-ce qu'on réfléchit jusqu'au bout des travailleurs et travailleuses qui sont dans la filière de l'alimentation puissent travailler pour produire de l'alimentation et pas est-ce qu'il y en a qui s'enrichissent sur le dos de ceux qui bossent quoi. Et donc, voilà, c'était sur les montants, mais dans l'idée de ce conventionnement pour ces collectifs de travail, et on peut imaginer que tout ça se soit financé comme par la cotisation, comme c'est le cas pour d'autres droits également. Alors c'est clair, hein, il y en a qui vont dire c'est utopique, c'est révolutionnaire. Mais à un moment donné, en fait, on n'a pas le choix. En fait. En tout cas, d'avoir cette ligne d'horizon au loin, et de savoir après stratégiquement par où ça va passer, quelles seront les étapes. En tout cas, le fait d'afficher le rapport de force, il est à ce niveau, ça permet en fait de savoir déjà chacun où se situe, qu'est-ce qui se passe, etc. Et un niveau un petit peu plus clair dans le paysage. Quoi. Ça permet aussi de replacer l'aide alimentaire qui est dans l'urgence et de se dire, bon, il faut dépasser cette urgence. Il faut vraiment, à un moment donné... moi, ce que j'espère, c'est pareil. Moi, je suis responsable d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Moi, mon but, mon objectif, c'est que l'association disparaisse parce que l'objet de l'association serait atteint par la société qui ne détruirait plus l'environnement. Et je pense qu'on peut, pareil pour l'alimentation, je pense que c'est pareil. Lorsque les banques alimentaires ont été créées en 83 et les Restos du Cœur en 84 par Coluche, jamais ils n'auraient imaginé qu'ils seraient 40 ans après, Pierre Pouget, les fondateurs, en fait, ils répondaient à une urgence. Et en fait, cette urgence, elle est devenue permanente. Et c'est ça qui, en fait, moi, je souhaite qu'une chose, c'est que les associations disparaissent du paysage, puisque leur objet auront été
comment dire, atteint par la société. C'est-à-dire, on aura une société où on peut vivre avec une alimentation correcte, décemment, voilà, avec un environnement préservé. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et comme je disais tout à l'heure, puisqu'on a remis, Pierre Pouget il était là, le trophée aux bénévoles inconnus. Donc arrêtons aussi que les pouvoirs publics arrêtent de se reposer que sur le bénévolat pour changer la société, quoi. Autrement, les limites du bénévolat sont déjà atteintes largement. Voilà. Dorothée, est-ce qu'il y a d'autres... Non, pas de... D'autres réactions ? Non, pas d'autres réactions. On peut faire un tour de table, un dernier tour de table. Allez, Tout à Julie. fait. Bon. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose ou quelque chose vous... Non, oui, je voudrais... Non, parce que du coup, moi, c'est vrai que les idées me viennent toujours petit à petit. Et donc, voilà. Donc, pour revenir sur la question de... quand c'est le fait d'être descendant, je pense que... Et ça a été dit par, je sais plus, mais je dirais par le bocage, l'idée aussi de valoriser les savoir-faire des gens est assez important et c'est finalement quelque chose qu'on fait peu. Et notamment, et je pense que c'est Dominique Paturel qui l'a dit ce matin, l'idée même de précarité met de côté le fait que les gens savent aussi faire des choses et qu'en fait, si on valorisait plus ce qu'ils savaient faire dans le fait de trouver des solutions autour de ces questions de précarité alimentaire, ça pourrait être intéressant. Et voilà, je ne veux pas rajouter un nouveau concept entre guillemets, mais nous par exemple à Salutaire on parle plus de la vulnérabilité plus que de précarité, parce que dans le terme de vulnérabilité, il y a à la fois l'idée d'être exposé à des risques, mais aussi il y a cette notion de résistance, de capacité de résistance et de résilience qu'on peut mettre en œuvre, et notamment comment on mobilise les ressources. Donc avant de réfléchir à des solutions sur effectivement comment on concilie précarité alimentaire et solutions un peu plus inclusives, effectivement on peut se poser ces questions de qu'est-ce que les gens font déjà et qu'est-ce qu'ils mettent déjà en place. Et souvent j'avais entendu du coup quelqu'un d'ATD Carmonde dire en fait on ne se rend pas compte à quel point les pauvres sont extrêmement résilients par rapport au fait qu'ils vivent toujours et qui doit faire face à une situation qui est pour eux insoutenable. Donc ça prouve que en fait, les gens peut-être les plus résilients, c'est aussi eux par rapport à nous plus privilégiés, entre guillemets. Donc je pense, oui, cette chose, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Ile-de-France, peut-être Florent y connaît plus, mais sur ces questions de redonner du pouvoir d'agir via les alternatives. Et oui, et juste, je voulais faire peut-être une petite remarque sur... je pense que du coup, dans les PAT, il y a tout un travail à faire justement sur intégrer un peu plus cette question de justice alimentaire, même si je sais qu'il y a des PAT qui le font, notamment de la Marseille Métropole. Alors c'est peut-être pas le bon nom, mais l'appellation. Mais voilà, je sais qu'ils travaillent là-dessus. Nous, Salutaire, on accompagne justement notamment un PAT sur ces questions-là. Plan alimentaire territorial. Voilà, pardon, oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé. Mais qui a un vrai questionnement là-dessus. Voilà, je dirais ça. Florian ? Moi, j'appuierais peut-être ce qui vient d'être dit par un témoignage à propos de l'expérience de la manne dont j'ai parlé ce matin et là cet après-midi. Sur le pouvoir d'agir, effectivement, on ne se rend pas compte aussi à quel point ces personnes-là sont en demande qu'on leur donne juste des moyens et ensuite le reste elles s'en chargent en fait. Le reste elles s'en chargent. Et sur la manne, je me rappelle de la visite où du coup on était à l'écopole alimentaire, on était au Ménadel et Saint-Hubert, donc le restaurant, et on avait en face de nous, alors c'était... Je ne sais pas si c'était représentatif, mais en tout cas, c'était que des femmes. Et on leur demande... Enfin, elles nous expliquaient pourquoi elles utilisaient cette monnaie, ce qu'elles en faisaient, etc. Une disait, voilà, moi je fais mes cours de yoga, plutôt que de les proposer comme ça, je le fais à travers la manne, etc.
Et on s'est connus comme ça, et en fait on est devenus amis, et du coup moi j'ai rendu un service, elle m'en a rendu un autre, etc. Il faut savoir d'ailleurs que j'avais mis l'image ce matin, en fait il y a un tableau à l'intérieur du restaurant où chacun peut inscrire ce qu'il propose, donc il y a un côté très vivant, avec le lieu très ancré, on en a peut-être assez trop peu parlé aujourd'hui, la question du lieu et de l'ancrage dans un endroit, dans les tiers-lieux par exemple, alimentaires, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, les racleurs, je crois, se présentent aussi comme un tiers-lieu nourricier. Il y a un moment, là, une personne de notre groupe de travail a demandé à ces dames, mais finalement, maintenant vous vous connaissez, vous vous êtes déjà rendu des services, pourquoi vous continuez à utiliser la manne, puisque finalement vous pouvez tout simplement vous rendre le service simplement. Et la personne a répondu, parce que c'est notre monnaie, en fait, c'est notre projet. C'est ce qui nous a permis d'être ensemble, c'est ce qui nous a permis de travailler ensemble, de mettre ça met en valeur ce qu'on sait faire. Finalement, oui, on pourrait techniquement s'en passer, mais elle ne sert plus à rien, entre guillemets, en tout cas du point de vue de ces deux personnes-là, mais on continue à utiliser parce que c'est à nous. En fait, c'est notre projet. Voilà. Kevin. Wow. Plein de trucs. Je sais pas. Non, mais j'avais noté tout à l'heure quand on a parlé de... il y a eu la question autour de l'éducation populaire, etc. Et du coup, il y a une notion qui est de la durée, en fait. Je pense qu'on a... Bon, voilà, mais c'était ça, je me disais là, un besoin par rapport à la durée de... En tout cas, moi, je sens que je ressens le besoin, et là où je peux m'organiser avec d'autres, et dans le bocage à la patate, c'est de se questionner sur la question du temps long, en fait. On est un système en fait économique capitaliste où il faut aller tout de suite, rapidement, etc. Et en fait, on a tout le temps la tête dans le guidon, et c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des moments ou des espaces, voilà, des temps d'échange, où ça permet un peu de revoir du temps l'autre, de sortir la tête de l'eau, et en tout cas, voilà, les temps qu'on a pu vivre sur à biner les patates ou à discuter ici et là, et tout ça, il y avait un truc de cet ordre-là, en tout cas, dans le vécu, et du coup, voilà, c'était un peu un des liens que je faisais avec Claire Chevalier. Oui, pour poursuivre un petit peu dans cette idée, moi j'ai effectivement ressenti le peu de pression, parce que finalement on n'est pas dans un espace productif avec une rentabilité derrière. On s'est lancé dans cette aventure sans vraiment savoir les quantités. On était vraiment... c'est vrai qu'on a eu des terrains qui n'avaient jamais été mis en culture, avec un été sec. Donc le fait de ne pas être voilà, sous pression, je pense qu'on était plus disponible, et les échanges, effectivement, ils ont été constructifs parce qu'on avait le temps et pas de pression sur la production. Alors, par contre, on a effectivement les communes auprès de qui on a demandé des terrains. Bon, c'est vrai que c'est des terrains qui n'étaient pas exploités. Donc, quelque part, maintenant, on les a pris. Il faut aussi prouver qu'on peut mener le projet un petit peu sur le long terme. Là, il y a quand même cette obligation, entre guillemets, qui nous pousse à faire une deuxième campagne. Alors, Pierre Pouget, qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous auriez pu dire encore, bien qu'on puisse rester des heures à discuter avec vous? En tout cas, la première, c'est merci au CK, parce qu'il nous donne chaque fois l'occasion de faire ce pas de côté, notamment nous bénévoles qui sommes pris au quotidien dans l'urgence ou l'extrême urgence des situations auxquelles on a à faire face, et rencontrer d'autres acteurs, se poser d'autres questions un peu plus dans le fondamental. Merci de donner cette chance-là. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est il y a là comme ailleurs le monde d'avant et le monde d'après. Le monde d'avant cette crise faisait que dans la routine peut-être, en tout cas on essayait bon gré mal gré de mettre les rustines là où il nous paraissait opportun de le faire. On doit changer de modèle, on doit se poser aujourd'hui d'autres questions.
on doit structurer, et si des acteurs publics peuvent nous y aider, ils seront dans leur rôle, à structurer des modèles à la fois plus robustes face aux situations auxquelles on a à faire face, des modèles où collectivement tous les acteurs sont dans le tour de la table, y compris les publics pour lesquels on travaille au quotidien, et c'était une idée sur laquelle vous avez insisté qui me paraît importante, des modèles plus résilients dans la durée. Et puis la troisième chose, moi j'ai fait ma vie professionnelle dans le monde agricole et dans ces institutions, dans une région où on ne cesse de dire et de répéter, et à juste titre, qu'elle est la première région agricole d'Europe. Comment on peut inventer dans cette région qui est la première région agricole d'Europe un modèle et une situation où on sait qu'on a la ressource, on sait qu'on a des acteurs qui sont prêts à se retrousser les manches pour faire vivre ces modèles qu'on évoquait précédemment. Comment avec, y compris des moyens publics aujourd'hui, on évoquait ceux de l'Europe et du FEAD en particulier, on peut relocaliser l'initiative et la décision. Si on y parvenait, bien, je crois que le temps qu'on aura consacré cet après-midi serait utile. Merci Pierre, ça fait vraiment une transition très pertinente avec Brigitte Alain, puisque bon, on parle de précarité, mais les agriculteurs sont aussi dans la précarité, justement, c'est ça le problème. Hein. Donc, on va terminer cette table ronde. Brigitte, alors, quelle conclusion on peut tirer? On n'a pas tout cerné la problématique précarité alimentaire, mais on a donné quand même quelques pistes cet après-midi. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Moi, je retiens en tous les cas, je dirais plus du travail de réflexion de ces 2 jours, que, en fait, la première lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est finalement de changer de modèle. Mais que de fait, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur le mouvement associatif et que le changement de modèle, c'est une étape supérieure. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est un petit peu comme avec le bénévolat, quoi. J'ai un peu l'impression que le bénévolat, c'est un peu comme le 2e pilier de la PAC par rapport au premier. Le 2e pilier de la PAC, il sert à réparer, avec très peu de moyens, tout le mal que fait le 1er pilier, en donnant des aides aux plus grosses exploitations au détriment des actifs agricoles. Et là, on est un peu de la même... c'est un peu ça. Donc, le monde associatif, avec très peu de moyens, fait beaucoup. Et on lui demande encore plus. Sauf qu'à un moment donné, il faut effectivement passer à la vitesse supérieure. Et donc, c'est vraiment un changement de politique, de l'alimentation, enfin, de démocratie. C'est une autre façon de voir la démocratie, de partir d'abord de nos moyens, de nos besoins, pour mettre en face les moyens. Bon, on dirait qu'on parle du b.a.-ba, mais enfin, il semblerait qu'il faille le rappeler. Donc, oui, on a parlé des projets alimentaires territoriaux. Vous venez de dire qu'en fait, avec les projets alimentaires territoriaux, c'est aussi se réapproprier ses pensées locales et agir local. Avoir les moyens d'agir localement. Et c'est vrai que changer de modèle, ça passe par l'accès à la terre. Donc avoir le droit d'avoir un lopin de terre pour travailler, pour produire, pour transformer, pour avoir le droit de se nourrir. Donc c'est un besoin collectif, il ne s'agit pas que chaque citoyen se mette à avoir son jardin s'il n'en a pas envie, mais que collectivement on réponde à ce besoin dont on a été dépossédé depuis 40 ans, 50 ans maintenant. Donc
Je crois qu'en fait, c'est ça, derrière l'idée de reterritorialisation, c'est juste ça. Alors voilà. Merci Brigitte pour ces 2 journées, pour ton accompagnement sur ces 2 journées. Ces assises se terminent, mais en fait, on a oublié de dire, j'ai oublié de dire dès le premier jour que c'était l'épisode 1 des assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine, puisque le programme initial était beaucoup plus riche. Mais comme nous avons dû, le programme initial qui était prévu pour du présentiel à Libourne, nous avons dû le contraindre sous un format numérique, ce qui nous a obligés à nous passer de certaines thématiques et interventions que nous allons quand même faire dans un prochain épisode, un épisode numéro 2. On n'a pas encore déterminé la date, certainement ce sera au mois d'avril. Donc on vous donne rendez-vous au prochain épisode, au épisode numéro 2. Donc tous les participants qui sont en direct sur Internet, vous recevrez aussi une invitation. Vous pouvez toujours aussi actuellement, dès maintenant, revisionner ou visionner pour ceux qui ont raté le premier jour ou le deuxième jour. Toutes les vidéos sont sur la chaîne YouTube du CREPAC. Voilà, le prochain, Dorothée, qu'est-ce que je peux dire pour compléter? Pour compléter Déjà un grand merci à tous les intervenants de ces 2 jours, parce que effectivement on a dû faire face à de multiples rebondissements et donc c'était pas évident de pouvoir maintenir leur participation compte tenu des changements successifs auxquels on a dû faire face, donc un grand merci à eux. Un grand merci aussi à toute l'équipe du CREPAC, parce que c'était pas facile non plus d'arriver à mener ça de front. Et puis un grand merci aussi à l'équipe technique, parce que sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce format-là. Donc un grand merci à eux et aussi pour leur patience. Et puis avant de vous quitter, donc, je voulais juste rappeler à tous les participants qu'on va leur envoyer un sondage pour qu'ils puissent nous faire leur retour sur ce format, parce que c'est aussi nouveau pour nous, donc c'est important qu'on ait vos retours sur le contenu, sur la forme, mais que ce soit des retours constructifs pour nous aider à nous améliorer. Et puis voilà, donc rendez-vous très prochainement pour l'épisode 2. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci.